Dans cette formation Excel, nous allons voir comment il est possible de créer de toutes pièces un QCM complètement dynamique, un test d'évaluation, essentiellement à l'aide des fonctions de calcul Excel. Le candidat se trouve face à une interface dans laquelle lui est posée une question, 4 choix lui sont proposés, et par le biais du panneau de contrôle, une petite liste déroulante lui permet d'émettre, de formuler sa réponse, le choix 3 par exemple, puis de la valider en cliquant sur le bouton question suivante, ce qui a pour effet de basculer directement sur la prochaine question du QCM. Les 4 choix correspondants sont ainsi rapatriés, l'utilisateur peut donc dérouler le questionnaire et terminer toutes les questions qui lui sont proposées pour obtenir au final son score. Un bouton nouveau permet de réinitialiser le QCM de manière à évaluer un nouveau candidat. Le questionnaire est situé dans une feuille qui se nomme questionnaire, dans laquelle sont référencées toutes les questions et pour chacune de ces questions, les 4 choix proposés avec une colonne qui indique quel est le numéro de la bonne réponse. Nous souhaitons donc rendre fonctionnel essentiellement par les fonctions de calcul ce QCM sous Excel. Et vous allez voir qu'on va utiliser des fonctions de calcul que l'on a apprises récemment qui permettent d'extraire de l'information de base de données comme les fonctions index et equiv. Quand je dis qu'il n'y a pas de code VBA, en réalité nous allons construire un tout petit bout de code, mais il est tellement simple qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une application sans programmation. Effectivement, le bouton question suivante a une fonctionnalité importante pour faire le lien entre toutes les formules. Il consiste à récupérer la valeur saisie par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante et de l'empiler dans une cellule arbitraire, vous voyez qui est marquée encadrée ici, et qui est, et c'est important, formatée au format texte, de manière à ce que tous les chiffres puissent être empilés et reconnus comme un texte. Donc, pour pouvoir développer ce tout petit code, avant de se pencher essentiellement sur la conception de ce QCM par le biais des fonctions Excel, nous allons activer le ruban développeur. S'il n'est pas présent sur votre interface, souvenez-vous, nous l'avions appris dans la formation pour débuter en VBA Excel qu'il suffit de faire un clic droit sur le ruban, n'importe où, de choisir dans le menu contextuel personnaliser le ruban, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, de cocher la case développeur, puis de valider pour voir apparaître ce ruban, dans lequel nous allons activer le mode création afin de pouvoir accéder à la conception des boutons. Si bien que si je clique avec le bouton droit sur mon bouton question suivante, dans le menu contextuel, je peux choisir visualiser le code et je bascule ainsi dans l'éditeur de code Visual Basic. Entre les bornes de la procédure, suivant clic, mon bouton se nomme suivant, clic est l'événement associé, le code que je développe entre ces bornes va donc se déclencher au clic sur le bouton suivant. Comme je vous le disais, l'objectif à chaque clic est de pouvoir récupérer le choix émis par l'utilisateur dans cette cellule, qui est donc la cellule C12, pour l'empiler par concaténation dans cette cellule J12, qui est marquée et qui est formatée en texte. C12 et J12. Il faut retenir ces références car nous allons les piloter par le code, un tout petit code. L'objectif, avant de faire cette action, est de pouvoir tester le contenu de la cellule C12. C12, si cette cellule est vide, eh bien ça veut dire qu'aucune réponse n'a été formulée et donc qu'il n'y a aucune action à faire. C'est pourquoi nous utilisons une instruction if et nous réalisons un test sur la cellule C12. Grâce à l'objet cells, qui demande 2 paramètres pour référencer une cellule, son indice de ligne et son indice de colonne. C12, ligne 12, et C, colonne 3, désigne donc la cellule C12. Point value, car value est la propriété qui permet d'accéder au contenu d'une cellule. Si le contenu de cette cellule n'est pas vide, est différent, c'est exactement le même opérateur que les formules Excel pour désigner la différence inférieure-supérieure, de guillemets. Si cette cellule n'est pas nulle, nous savons donc qu'il y a une action à faire qui consiste à récupérer la valeur de cette cellule pour ensuite pouvoir l'inscrire en J12. J12, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J est donc la 10e colonne. Donc il s'agit dans la cellule J12, ligne 12, colonne 10, de pouvoir accéder à son contenu, propriété .value, pour empiler, concaténer à la valeur précédente, donc la valeur précédente c'est elle-même la valeur que nous prélevons dans la cellule C12, soit cells, donc et
qui est le caractère de concaténation, le et commercial, sales 12,3.value. Une fois que nous avons empilé ces valeurs, ça veut dire que nous sommes capables de construire une chaîne qui recense toutes les réponses données par l'utilisateur, c'est ce que nous faisons ici. Comme l'objectif est de passer à la question suivante, nous allons réinitialiser le contenu de la cellule C12 pour laisser l'utilisateur faire un autre choix correspondant à la question suivante. Donc, une fois que nous avons consolidé ce résultat, nous réinitialisons la valeur de la cellule C12 à vide. Si nous testons ce code, il faut pour cela d'abord enlever le mode création. Nous pouvons effectivement choisir une valeur dans la liste. Lorsque nous cliquons sur question suivante, vous constatez que le 2 a bien été inscrit en J12, que la cellule C12 a bien été réinitialisée, et lorsque nous poursuivons, effectivement, nous remarquons que toutes les valeurs choisies par l'utilisateur s'empilent et se concatènent en J12. Il ne reste plus, en ce qui concerne le code VBA, qu'à nous occuper du bouton nouveau qui doit réinitialiser cette valeur à vide pour pouvoir redémarrer le QCM au départ, à la première question. Donc pour ce faire, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que nous réactivons le mode création et grâce au clic droit sur le bouton nouveau, nous allons accéder à son code par le menu contextuel pour basculer toujours dans l'éditeur de code entre les bornes de la procédure nouveau clic, ce qui signifie l'événement du clic sur le bouton nouveau. La seule chose à faire est donc de réinitialiser la valeur de la cellule J12. Je vous rappelle que le J est l'indice de colonne 10, la ligne 12, donc 12,10.value qui est son contenu, égale guillemets guillemets. Et c'est terminé pour le code VBA. Tout le reste va s'imbriquer, s'articuler autour des fonctions de calcul Excel. Nous allons constater que ce code est fonctionnel, nous désactivons le mode création, nous repartons sur une petite simulation en choisissant une valeur dans la liste, nous constatons effectivement que les valeurs s'empilent bien en cellule J12 et lorsque nous cliquons sur le bouton nouveau, cette cellule est effectivement réinitialisée, ce qui constituera le signal pour pouvoir réinitialiser le QCM complet, le test d'évaluation. La colonne L a servi à construire cette petite liste déroulante, nous l'avions appris dans une formation, et la colonne J contient donc cette cellule qui permet de cumuler et d'empiler ces résultats. Il ne faut pas que ces événements soient visibles par l'utilisateur pendant le déroulement du test, donc nous choisissons de masquer ces deux colonnes que nous sélectionnons par leurs étiquettes à l'aide de la touche CTRL, puis nous réalisons un clic droit sur la sélection, et ensuite, dans le menu contextuel, il suffit de choisir masquer. Donc, puisque par la touche CTRL ça ne fonctionne pas, un clic droit sur l'étiquette L masqué, un clic droit sur l'étiquette J masqué. Et pour autant, notre code restera fonctionnel car ces cellules n'ont pas été supprimées mais seulement masquées. Donc pour Excel, elles existent bien que pour l'utilisateur, elles ne soient pas visibles. L'objectif maintenant est de pouvoir articuler toutes ces fonctions Excel entre elles afin de donner vie à ce QCM. L'objectif est de pouvoir extraire les informations de base de données pour rapatrier dans la feuille évaluation les unes à la suite des autres les questions et leurs choix associés pour que l'utilisateur puisse commettre des réponses qui vont se cumuler pour fournir un score et tout un tas de statistiques qui permettront à l'issue de donner le résultat du test d'évaluation pour le candidat. Nous allons commencer par rapatrier la première question. Il faut que nous ayons un indicateur qui nous permette de savoir pour les fonctions index et equiv que nous avons étudiées dans la formation précédente pour rechercher des valeurs dans un tableau Excel, à quel indice de ligne doit s'arrêter la fonction pour extraire l'information. Car je vous rappelle que la fonction index va retourner la première occurrence trouvée dans le tableau en fonction du critère qui lui est passé. Sachant qu'une fonction index a besoin d'un indice de ligne et d'un indice de colonne. La colonne, nous la connaissons, c'est la colonne B du tableau pour la question. Donc la deuxième colonne, l'indice de ligne est dynamique, il va dépendre d'un critère renvoyé par la fonction equiv. Nous allons nous baser sur le petit tiret de la colonne rep_u qui signifie réponse utilisateur. Tant qu'il y a un tiret, cela signifiera que l'utilisateur n'a pas encore répondu à la question, donc que la question doit lui être posée. Et ainsi de suite
les questions vont pouvoir dérouler sur la feuille évaluation. Donc, nous allons mettre ceci en œuvre. C'est un calcul, nous commençons par le symbole égal, la fonction index qui permet de rapatrier, comme nous l'avons appris, une information de base de données. Comme vous le remarquez lorsque vous ouvrez la parenthèse, la première information qui est demandée par la fonction est la matrice, c'est-à-dire le tableau de recherche. Donc, nous cliquons sur la feuille questionnaire et nous allons sélectionner l'intégralité du tableau de recherche de la première à la dernière cellule et nous obtenons dans la barre de formule, effectivement, pour la feuille questionnaire, la plage de cellules A1 jusqu'à I21. Point virgule, nous poursuivons en lieu et place notre formule. L'objectif est de savoir à partir de quelle ligne il faut retourner ce résultat. Cette ligne, nous ne la connaissons pas encore. Elle va dépendre de l'emplacement du tiret en fonction des réponses données par l'utilisateur. Donc, ce test va être effectué par la fonction equiv imbriquée dans la fonction index, car la fonction equiv permet de retourner un indice de ligne ou un indice de colonne selon l'utilisation. La valeur cherchée par la fonction equiv pour retourner cet indice de ligne est donc, comme nous l'avons dit, le tiret. Donc nous l'inscrivons, entre guillemets, c'est un texte qui est recherché. Nous allons lui indiquer que cette recherche doit se faire dans une rangée, et donc nous accédons au deuxième paramètre de la fonction equiv. Cette rangée, c'est la colonne H, donc nous pouvons la sélectionner soit par son étiquette de colonne, soit intégralement de la première cellule à la dernière de la colonne, comme ceci. Et ensuite, bien sûr, nous allons pouvoir poursuivre donc la formule, point virgule, pour indiquer que nous souhaitons une correspondance exacte avec le dernier paramètre fixé avec le chiffre 0. La fonction equiv est terminée, ça veut dire qu'à ce stade, elle est censée retourner à la fonction index l'indice de ligne de la première occurrence du tiret trouvé dans le tableau. Point virgule, nous devons donc terminer la fonction index qui demande depuis quel indice de colonne il faut retourner cette information. Maintenant que nous connaissons l'indice de ligne, eh bien par rapport au tableau sélectionné, puisque nous avions sélectionné l'intégralité, c'est la colonne B, soit la deuxième colonne en relatif. Nous fermons la parenthèse de la fonction index et nous validons le calcul pour constater, en effet, que la fonction index imbriquée avec la fonction equiv, ou plutôt l'inverse, a bien retourné vraisemblablement la première question de ce test, lequel de ces opéras, etc., etc. Donc, pour rapatrier de la même façon le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4, eh bien la fonction est quasi identique. Il s'agit simplement de modifier le dernier paramètre de la fonction index, c'est-à-dire l'indice de colonne de retour, puisque le test en l'occurrence se fera exactement sur le même critère, c'est-à-dire le symbole du tiret, eh bien ce sont les colonnes 3, 4, 5 et 6 respectivement pour les choix 1, 2, 3 et 4. Donc, nous copions et nous collons de barre de formule à barre de formule la fonction précédente pour modifier simplement l'indice de colonne de retour et obtenir toutes les réponses ou choix correspondants à la question qui est posée dans le QCM, la question en cours, jusqu'à la colonne 6. Comme ceci, vous voyez que du coup, rapidement, notre QCM est en train de prendre forme. Sauf que bien entendu, à ce stade, cela va de soi, il n'est pas du tout fonctionnel, puisque si nous réalisons un choix, nous savons que cette valeur a été consolidée en J12, qui maintenant est masquée, mais bien entendu, comme vous le constatez, eh bien, le questionnaire n'évolue pas. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce qui nous manque à ce stade, c'est de pouvoir récupérer ces résultats pour l'inscrire dans la colonne REPU, ce qui va modifier le critère des fonctions index et equiv pour aller se positionner sur la question suivante, étant donné que le tiret aura été remplacé par le numéro de la réponse. D'ailleurs, illustration, la question actuellement posée est lequel de ces opéras de Verdi, etc., c'est-à-dire la première. Si ici, par exemple, nous faisons une petite simulation manuelle et que nous inscrivons au clavier la réponse 2 formulée par l'utilisateur et que nous revenons sur la feuille évaluation, nous constatons en effet que le questionnaire s'est mis à jour tout seul. C'est la question suivante qui est proposée avec les choix suivants. En effet, remarquez que la question 2 est lequel de ces métiers n'a jamais exercé Giuseppe Verdi, et nous constatons qu'effectivement, elle apparaît bien sur le QCM, ça veut dire qu'elle s'est incrémentée toute seule, uniquement parce que nous avons modifié le tiret par la réponse simulée de l'utilisateur. Si nous remettons ce tiret, nous devons constater, en effet, en faisant nouveau, que
le QCM s'est replacé instantanément sur la première question. Ce que nous devons faire ici donc est de trouver la formule ou l'imbrication de formule qui va permettre de récupérer au travers de la cellule J12 qui est la consolidation des résultats, la réponse donnée par l'utilisateur pour la question en cours afin de remplacer ce tiré par la valeur de la réponse. Eh bien, nous allons exploiter la fonction Excel stxt qui permet d'extraire un bout de chaîne de caractères sur une longueur donnée. Par exemple, lorsque les numéros vont s'empiler en cellule J12, eh bien nous saurons que la deuxième réponse pour la deuxième question se trouve en deuxième position dans la chaîne et qu'elle doit être extraite sur une longueur de 1 caractère. Pour connaître quelle est la réponse, plutôt la question qui est posée, pour extraire l'indice du caractère dans cette cellule J12, nous allons utiliser la première colonne du tableau qui donne tout simplement l'indice de la question en cours. Nous devons faire un test préalablement, donc il s'agit d'une fonction si, tout simplement parce que si cette fonction stxt renvoie un résultat vide, cela signifie que la réponse n'a pas encore été donnée, donc que nous devons conserver le tiré, car cette formule va être répercutée sur l'ensemble de la colonne. La fonction stxt s'utilise ainsi. Donc le nom stxt, nous ouvrons la parenthèse et vous constatez que la fonction stxt demande quel est le texte dans lequel nous devons extraire l'information. Ce texte se situe dans la cellule J12 de la feuille évaluation. Donc nous cliquons sur la feuille évaluation, si bien qu'Excel indique cette feuille suivie d'un point d'exclamation. Comme nous avons masqué la colonne J, nous allons l'écrire directement à la main. Nous pourrions tout à fait la réafficher. Et comme nous allons répercuter l'ensemble de cette formule sur toute la colonne, eh bien, la formule devra toujours faire référence à cette cellule, c'est une référence absolue, donc nous la figeons avec la touche F4 du clavier, ce qui a pour effet d'ajouter des $ de part et d'autre des références de la cellule pour la figer. Point virgule, maintenant que nous avons indiqué quelle était la cellule à partir de laquelle nous souhaitons extraire l'information, nous allons lui indiquer à partir de quel indice dans le texte nous souhaitons prélever le texte. Eh bien, cet indice va dépendre du numéro lui-même de la question. Ça veut dire que nous allons cliquer directement dans la cellule de la colonne A du questionnaire. Cette fois-ci, en revanche, nous ne figeons pas la cellule, car lorsque nous allons répercuter cette formule sur l'ensemble de la colonne, il faut bien que la fonction aille faire référence aux autres valeurs du questionnaire pour aller prélever le résultat un peu plus loin en fonction de sa position dans la chaîne reconstituée par concaténation par le biais du code VBA. Et enfin, le dernier paramètre de la fonction stxt, qui consiste à savoir sur quelle longueur nous prélevons cette information sur un caractère, c'est la réponse qui est donnée, 1, 2, 3 ou 4. Point virgule, c'est un test, je vous le rappelle. À partir du moment où le résultat retourné par la fonction stxt n'est pas vide, donc différent de guillemets, vous voyez que c'est comme en VBA, ou plutôt VBA comme pour les formules Excel, à ce moment-là, nous pouvons bien faire la recherche, donc nous allons répliquer notre formule stxt. Sinon, point virgule, en effet, nous devons conserver le tiré en lieu et place dans notre cellule. Et puis, nous pouvons valider le calcul pour constater en effet que la fonction Excel a bien réussi à rapatrier déjà la première réponse, ainsi que la deuxième d'ailleurs, du calcul effectué dans la cellule J12 qui consolide ces résultats. Nous allons tirer la poignée. Nous aurions pu faire un double clic de manière à répliquer l'ensemble du calcul sur l'ensemble de la colonne et remarquez que lorsque l'utilisateur n'a pas encore répondu à la question, nous tombons bien dans la branche sinon de la fonction si. Ça veut dire que le test sur la fonction stxt échoue. Elle n'est pas capable de récupérer la réponse fournie par l'utilisateur parce qu'elle n'existe pas. Donc, nous conservons le tiré qui reste inscrit comme indicateur pour l'imbrication des fonctions index et equiv afin de savoir quelle est la question à proposer à l'utilisateur pour ce test. Vous voyez que petit à petit, notre test va devenir fonctionnel. Je viens de cliquer sur le bouton nouveau, ce qui a pour effet de supprimer le contenu de la cellule J12. Donc, si je retourne dans mon questionnaire, mes réponses ont bien disparu puisque la fonction stxt ne peut prélever aucun contenu. Si je fais une petite simulation, que je recommence ce test, je clique sur question suivante. Au clic sur le bouton, vous remarquez que le QCM devient fonctionnel. Je bascule bien sur la question suivante avec ses choix suivants et puis
je peux répondre aux autres questions qui me sont proposées et ainsi de suite. En revanche, pour l'instant, je n'ai pas l'indication sur le score à ce stade dans l'évolution du test et je n'ai pas aussi l'indication sur le nombre de questions restantes. Par contre, nous avons déjà bien progressé puisque dans le questionnaire, comme nos fonctions sont capables de récupérer pour chaque question le choix qui a été formulé, le tiret est remplacé, si bien que l'imbrication des fonctions index et equiv propose la question suivante dans l'enchaînement, comme vous le constatez sur la feuille questionnaire. Pour que nous ayons en retour l'information sur le score, nous avions prévu à cet effet une colonne test qui va consister à comparer le résultat formulé par l'utilisateur avec le bon choix de réponse qui est inscrit dans la base de données. Comme en bas de ce tableau, nous avons déjà une fonction somme qui permet de comptabiliser tous les points, eh bien, nous ferons référence à cette cellule dans la feuille évaluation afin d'inscrire le score en temps réel au fur et à mesure de l'évolution du questionnaire. Nous pourrions très bien utiliser directement une formule directement dans cette cellule, une somme-ci, une somme conditionnelle, pour l'appliquer directement sur ce tableau afin d'effectuer une somme des points engrangés en fonction d'un critère sur cette plage de cellule pour savoir si les deux valeurs sont correspondantes. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas très grave, nous allons utiliser une fonction ci qui est très puissante dans Excel puisqu'elle permet de poser des raisonnements qui consistent à savoir si le résultat retourné par l'utilisateur est bien égal au résultat qui correspond à la bonne réponse. Attention néanmoins, ce résultat ici est extrait par une fonction stxt. Donc, même s'il s'agit d'un chiffre, Excel la considère comme un texte. Donc nous devons comparer ce résultat avec la valeur convertie en texte de la colonne G. Pour ce faire, il y a dans Excel, et vous voyez que tout s'imbrique et s'articule avec des fonctions, il y a donc une fonction texte qui permet de convertir en texte la cellule, ou plutôt la valeur qui lui est passée en paramètre, donc G2, selon un format indiqué, entre guillemets. Le 0 entre guillemets permet d'indiquer un format standard. Si ces deux cellules sont bien identiques une fois converties en texte, alors nous allons comptabiliser un point supplémentaire. Sinon, eh bien, nous allons inscrire 0, car l'utilisateur ayant mal répondu, il ne doit pas avoir de point. Il s'agit, encore une fois, de répercuter ce calcul sur l'ensemble de la cellule, de la colonne, pardon, et vous voyez que le double-clic suffit pour répercuter ce calcul et constater que le test va pouvoir être fait sur chacune des lignes et comparer chacune des valeurs données par l'utilisateur et des bons choix de réponse inscrits dans la base de données. Et pour l'instant, c'est un sans faute. Nous avons bien comptabilisé 3 points, en effet, comme nous le constatons. Ici, les deux réponses sont équivalentes et à chaque fois, nous avons bien un point supplémentaire qui est comptabilisé. Si nous inscrivons une valeur ici qui n'est pas la bonne, remarquez que la fonction ci le décèle et donc n'attribue aucun point. Si bien que, comme la somme était déjà prévue en bas de cette colonne, eh bien, il suffit de récupérer dans cette cellule du score ici, la valeur consolidée par la somme. C'était déjà prévu comme vous le constatez. La formule de la cellule du score est égale à la cellule I22 de la feuille questionnaire, c'est-à-dire ici la somme de tous les points qui sont engrangés par le candidat. Donc, si nous repartons de 0 pour simuler le questionnaire, forcément, nous repartons de la première question et constatons que le score est bien réinitialisé à 0. Nous allons donc pouvoir formuler de nouveau un choix pour la première question et remarquer que en même temps que la question passe à la suivante avec ses choix associés, que le score évolue bien en temps réel. Nous continuons donc de donner les réponses suivantes, bonnes ou mauvaises. Ici, on va essayer de se tromper. Si nous cliquons sur le bouton question suivante, nous passons bien à la question suivante, mais en effet, vous remarquez que le score, lui, n'avait pas été comptabilisé et cumulé. Donc, à ce stade, tout fonctionne très bien par l'imbrication des fonctions Excel. Je vous rappelle que le liant, c'est cette petite astuce VBA en tout début de code. Ici, il s'agit de donner une indication pour l'utilisateur au fur et à mesure de l'évolution qui consiste à savoir combien de questions restent à passer. Alors, nous savons qu'au départ, il y a 20 questions. C'est ce que propose la base de données. Comme il y a 20 questions,
et que nous savons en cellule J12 le nombre de fois que nous avons répondu par rapport à la longueur de la chaîne de caractères, il suffit de faire une soustraction entre ces deux valeurs pour obtenir le nombre de questions restantes à concaténer avec une information de type texte qui va permettre à l'utilisateur de savoir où il en est, avec par exemple le symbole égal. Nous allons lui indiquer entre guillemets cette information, nombre de questions restantes à concaténer avec une valeur numérique qui est le résultat de la soustraction dont je vous parlais, concaténation avec le et commercial, qui consiste donc à faire cette soustraction 20, qui est le nombre de questions dans le QCM, moins le nombre de questions déjà passées. C'est la fonction nbcar d'Excel qui permet de compter le nombre de caractères qu'il y a dans une chaîne de caractères, une cellule ici en l'occurrence, qui est la cellule J12 que nous inscrivons à la main puisque encore une fois elle est masquée, et nous validons ce calcul très simple par contrôle-entrée pour constater que forcément au début du questionnaire il reste 20 questions, nbcar, qui permet donc de compter le nombre de caractères d'une cellule, donc ici le nombre de questions passées. Si nous refaisons une petite simulation et que nous cliquons sur le bouton question suivante, vous voyez que notre QCM est de plus en plus fonctionnel. La question suivante est bien posée avec ses choix associés, le score est bien comptabilisé et cette information ici statistique nous permet de savoir à tout moment où nous en sommes pour pouvoir effectuer le test dans les meilleures conditions. Il reste quelques petits soucis potentiels à régler dans la mesure où si vous faites le test jusqu'à la dernière question, vous remarquerez, et c'est fort logique, que les fonctions index et equiv vont retourner des erreurs à l'issue, tout simplement parce que lorsque plus aucune question ne sera disponible, c'est pourquoi nous faisons ici la simulation jusqu'au bout, eh bien le tiré n'existera plus dans le tableau, ce qui signifie que la fonction equiv sera incapable de retourner l'indice de ligne, donc incapable de la fournir à la fonction index qui sera elle à son tour incapable de retourner l'information de la base de données et l'indiquera par un message d'erreur NA, not available en américain, signifiant non disponible, ce qui est fort disgracieux pour un test d'évaluation. Nous devons à l'issue masquer ces informations en faisant un test supplémentaire. Vous voyez que là nous arrivons bien à la fin du QCM et en effet, nombre de questions restantes 0, nous avons obtenu le score de 5 sur 20, ce qui n'est pas glorieux, et vous constatez que l'imbrication des fonctions index et equiv retourne en effet un message d'erreur que nous devons faire disparaître par l'imbrication notamment des fonctions si pour effectuer un test. En gros, ce que nous devons ici indiquer, c'est si la fonction index avec sa fonction equiv imbriquée retourne bien un résultat, alors à ce moment-là, nous l'enclenchons. Dans le cas contraire, nous allons fournir une indication à l'utilisateur qui consiste à lui dire que le questionnaire est terminé, ce qui sera beaucoup plus propre. Donc nous retournons dans la barre de formule de la cellule de la question et nous allons utiliser une fonction si pour faire un test logique sur le résultat de cette recherche grâce à une fonction logique d'Excel d'ailleurs qui se nomme iterreur. Iterreur consiste à savoir si la fonction passée en paramètre retourne une erreur qui peut être du type NA, dièse non, dièse valeur, etc. Tout type d'erreur, NA étant une erreur. Si la recherche de cette fonction conduit à une erreur, est erreur, à ce moment-là, point virgule, nous allons indiquer à l'utilisateur, plutôt que ce message d'erreur, que le questionnaire est terminé. Ce sera beaucoup plus propre. Donc directement dans la cellule de la question. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'aucune erreur n'est retournée, donc nous devons effectuer cette fonction index que nous répliquons à l'identique dans la branche sinon de la fonction si. Lorsque nous validons ce calcul, vous constatez que le NA est bien remplacé par notre texte questionnaire terminé, c'est beaucoup plus propre, et nous validerons par la suite que lorsque nous allons recommencer le formulaire, eh bien, la question se remettra en place avec ses choix associés. Mais nous devrons faire de même, bien entendu, pour toutes les formules des choix associés à la question, si la recherche de la réponse associée
conduit à une erreur, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de fournir d'indications textuelles. Nous allons laisser la cellule vide, guillemets, guillemets, sinon nous effectuons bien la recherche, donc nous répliquons notre formule, index, notre imbrication, index et équivalent. Alors attention ici, par mégarde, j'avais cumulé les symboles égales. Et effectivement, lorsque nous sommes à la fin du questionnaire et donc que la recherche renvoie une erreur, vous le constatez, et bien plutôt que d'afficher le message d'erreur, de le laisser en lieu et place, nous choisissons d'inscrire une cellule vide pour que le résultat soit plus propre, et dans le cas contraire, nous effectuons bien la recherche. Alors comme je me suis trompé ici, nous allons reprendre la formule, tout va bien, voilà, c'est une parenthèse qui manquait vraisemblablement. Il faut être très rigoureux. Si est erreur de cette fonction de recherche, nous fermons bien la parenthèse de la fonction est erreur, à ce moment-là, nous n'inscrivons rien, et dans le cas contraire, nous faisons bien la recherche de l'information qui est proposée. Et nous finalisons ce nettoyage pour la dernière question, ou plutôt le dernier choix, si effectivement le résultat retourné par l'imbrication des fonctions index et équive conduit à une erreur. Alors il faut que je recommence parce que, sans le vouloir, je l'ai effacé. Alors ce n'est pas très grave. Donc je disais, si le résultat de la recherche pour cette réponse conduit à une erreur, nous n'inscrivons rien, et dans le cas contraire, nous faisons bien la recherche. Cette fois-ci, c'est plus propre. Nous allons constater que si nous cliquons bien sur le bouton nouveau, en effet, le questionnaire reprend ses droits. Nous partons bien de la première question. De nouveau, nous pouvons participer pour un nouveau candidat à l'évaluation. Il s'agit donc à chaque fois de formuler la réponse par rapport aux choix qui sont proposés et de dérouler le QCM, et comme nous l'avons constaté cette fois-ci, lorsque nous arriverons à l'issue du QCM, plutôt que les messages d'erreur, l'utilisateur, le candidat, aura bien l'information comme quoi le questionnaire est terminé et qu'il peut donc livrer son résultat. Il reste pour parfaire cette application à protéger les cellules, puisque vous voyez à ce stade, le candidat par mégarde pourrait très bien, sans le vouloir, se positionner sur une cellule de calcul, enfoncer la touche Supr, et alors le calcul disparaîtrait, ça veut dire que le QCM serait détruit. Pour pallier ce problème, nous allons mettre en place une protection, mais vous voyez aussi que nous allons aussi masquer cette feuille questionnaire. Pourquoi? Parce que le candidat, à tout moment, pourrait accéder aux questions et donc aux bonnes réponses. C'est très simple, nous cliquons avec le bouton droit sur la feuille questionnaire, nous choisissons masquer dans le menu contextuel, si bien que la feuille n'est plus visible, donc l'utilisateur n'a plus accès aux questions et aux réponses. Et pour parfaire l'application, comme je vous le disais, lorsque nous souhaitons protéger les cellules du calcul, eh bien nous devons protéger la feuille. Sauf que, nous l'avions déjà vu dans une formation, par défaut, toutes les cellules d'une feuille sont verrouillées. D'ailleurs, illustration, nous en choisissons une aléatoirement, et si nous cliquons avec le bouton droit sur cette cellule, que nous choisissons format de cellule, et que nous allons dans l'onglet protection, vous remarquez que cette cellule, comme toutes les autres, sont verrouillées. Donc, si nous protégeons la feuille, comme toutes les cellules sont verrouillées, cela signifie que, après la protection, plus aucune cellule ne pourra être modifiée. Nous devons déverrouiller avant de protéger la feuille uniquement les cellules dans lesquelles l'utilisateur ou le code VBA va intervenir pour faire des modifications, soit les cellules J12 et C12. Une fois qu'elles sont sélectionnées, par clic droit, nous accédons à leurs propriétés de cellules, de format de cellules, pour revenir dans la boîte de dialogue précédente protection, cocher la case verrouillée afin de les déverrouiller toutes les deux, si bien que toutes les autres sont encore verrouillées. Nous pouvons donc remasquer la colonne J afin que la cellule J12 n'apparaisse plus, et puis par le biais du ruban révision, nous allons pouvoir protéger la feuille, lui associer éventuellement un mot de passe, et puis valider cette protection par OK. Si bien que si par mégarde l'utilisateur, comme vous le constatez, essaye de supprimer une information qui est inscrite grâce à une formule de calcul dans le classeur, eh bien Excel, par mesure de sécurité, comme vous le remarquez, l'en empêche, puisqu'à chaque fois, il y a bien un message d'erreur qui apparaît à l'écran pour lui indiquer qu'il n'a pas le droit de modifier ses cellules. Pour autant, est-ce que notre QCM est toujours fonctionnel? Normalement oui, puisque
nous avons bien déverrouillé les cellules qui doivent être disponibles à la modification, et vous constatez en effet que en même temps que nous pouvons effectuer un choix dans cette cellule qui a été déverrouillée, eh bien, la cellule J12 que nous ne voyons plus a bien le droit de consolider ses résultats de réponse puisqu'elle a été elle-même déverrouillée, si bien que toutes les autres fonctions de calcul des deux feuilles vont s'articuler autour de ces valeurs pour pouvoir fournir à l'issue ce QCM qui est tout à fait fonctionnel désormais, je vous le rappelle, essentiellement avec des fonctions de calcul Excel. Voilà, j'espère que cette formation Excel vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et comme vous le savez, toutes les autres formations, Excel, Word, Access et programmation, sont disponibles sur le site bombache.fr. Je vous remercie.